et 9, et 10, et 11 recyclent avec 974 Foot. Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion. Pièce détachée de toute marque. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, nous sommes là pour vous parler de football, de 974 Foot, le magazine. Ce qui s'est passé ce week-end, la 23e journée du championnat, à donc 4 journées de la fin. Il s'est passé des choses, même s'il y a eu, on dira, un statu quo au niveau des équipes qui prétendent enlever ce titre de champion 2018. Les 3 équipes ont gagné, on verra tout cela en détail avec notre invité, Mickaël Payette. Mickaël, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Mickaël qui va nous parler dans la deuxième partie de notre magazine, comme d'habitude, donc des Créopolitains. Mais d'abord le championnat, Mickaël. On est parti au tampon voir cette rencontre parce que ça nous intéressait de savoir si le tampon s'était remis un petit peu de sa déception et puis si la Jeanne d'Arc n'a pas perdu de sa ferveur avant un rendez-vous important. Eh bien, au final, les Portois ont réussi à gagner et à rester collés au leader qu'est la Saint-Pierrois, ce qui est bon signe pour la fin de championnat. Oui, c'est bon signe pour la fin de championnat. C'était pas facile. Les Portois le savaient. Ils savaient que les Tamponnais ne lâchent pas l'affaire facilement, que c'est une équipe organisée. Ils connaissent aussi l'entraîneur, Jean-Pierre Bade, qui prépare très bien ses équipes. C'était compliqué. La Jeanne a mené, elle s'est fait rattraper. Ensuite, il a fallu cravacher. Et puis, les Portois ont assuré l'essentiel et surtout ils continuent à coller au Saint-Pierrois au classement avec en plus la Coupe de France qui arrive, donc elle a bien réussi sur le plan comptable et en même temps elle s'est fait un bien fou au niveau mental, un bien fou au niveau mental pour ce match de Coupe de France. Et les choses n'étaient pas forcément simples et pourtant, ils ont la chance, admettirez-vous, oui, ils ont la chance, les Portois, et ça fait partie du jeu. Regardez l'essentiel de cette rencontre tamponnaise Jeanne d'Arc. Dans quel état d'esprit les joueurs de la Jeanne d'Arc ont-ils abordé cette rencontre? C'est vrai qu'en championnat, vous le saviez, avant le coup d'envoi de cette rencontre, ils avaient un point de retard sur la Saint-Pierroise. Ils avaient sans doute pour certains observateurs la tête ailleurs, en pensant au 7e tour de la Coupe de France de dimanche prochain. Eh bien, finalement, ils ont pu s'organiser, mettre en place une équipe qui tient plus que la route malgré des suspendus, malgré quelques joueurs mis en réserve par Jean-Marc Tréport. Et en face, les Tamponnais avaient besoin surtout de reprendre leurs esprits, de terminer cette saison sur une bonne note. Malheureusement pour les Portois, ils se font très rapidement surprendre sur ce contre. Plus de peur que de mal, me direz-vous. Oui, avec cette sortie en catastrophe de Grégory Posé qui se fait contrer. Il s'en sort bien finalement, même s'il se fait un peu mal sur cette action. Rien de bien grave parce qu'il va bien reprendre sa place. Et puis, une fois passée cette action, quelques minutes plus tard, eh bien, la bourde dès la 2e minute signée du bien malheureux Bruno Calpin qui, en voulant relancer sur son partenaire, n'avait pas vu ou alors n'avait pas jugé la passe suffisamment forte. Dina récupère et c'est Dimitri Brennus qui, servi sur un plateau, ouvre le score pour l'équipe de la Jeanne d'Arc qui donc aurait pu être menée par un but à 0 et qui finalement mène par un but à 0, ce qui est tout bénéfique. Dès lors, les Portois vont prendre le jeu à leur compte, vont se créer plusieurs occasions. Calpin doit cette fois intervenir avec brio, mais il sera encore beaucoup plus sollicité quelques instants plus tard, non pas sur cette frappe, mais sur cette nouvelle attaque portoise qui va amener encore une fois le danger devant la cage tamponnaise. Ce corner, cette reprise sur le poteau. La tamponnaise s'en sort bien. La Jeanne aurait pu mener sur un score beaucoup plus large, voyez-vous. Et avec encore cette frappe de Dina enveloppée. Et Calpin est à la parade. Les minutes s'écoulent. Les Portois veulent faire le break rapidement. Ils n'y parviennent pas. Et même qu'ils vont, au cours de cette première mi-temps, concéder 2 occasions. La première avec Grossette qui déborde pour une reprise pas forcément appuyée de l'attaquant Morel, l'attaquant tamponnais. Finalement, à la 32e minute, c'est Rivière qui va amener cette balle côté droit pour une petite passe en profondeur et cette sortie de Grégory Posé qui commet la faute en
touchant le pied d'appui de l'attaquant tamponné, ce qui oblige l'arbitre à siffler le pénalty, l'occasion pour Loïc Rivière, c'est lui qui va se charger de le tirer. Pour une égalisation tamponnaise un peu avant la pause, c'est toujours bon pour le moral, histoire donc de remettre le doute chez un adversaire qui devra à son tour puiser dans ses ressources pour, pourquoi pas, chercher la victoire. On est toujours en première mi-temps, me direz-vous. Oui, il y a encore une belle occasion, on ne l'a pas raté celle-ci pour la tamponnaise, pour la Jeanne d'Arc, avec côté gauche cette attaque développée pour revenir à l'intérieur, cette frappe instantanée. Et Bruno Calpin qui claque donc hors de sa cage. Les minutes s'écoulent, on est déjà en deuxième mi-temps. Avec ce coup franc, ce sera la vraie seule occasion pour les Portois au cours de cette seconde mi-temps. Et le deuxième but au premier poteau, il y a beaucoup d'espace. Eh bien, il l'a vu. Miranville, 78e minute. Il profite de ce placement, allez, un peu hasardeux, on dirait en tout cas pas très précis, de la défense et du gardien tamponné pour marquer là où il faut frapper. En plus, il n'a pas frappé très fort. 2-1, la Jeanne d'Arc évidemment est tout à sa joie. Prendre 4 points dans ces conditions n'était pas simple. Et c'est donc mission accomplie pour Jean-Marc Tréport et ses joueurs. En fin de match, les tamponnés pourront, sur un coup de tête du capitaine Sacco, égaliser. Il n'en sera rien puisque c'est la transversale qui va renvoyer cette tentative. Victoire de la Jeanne qui reste dans le sillage du leader Saint-Pierrois. Ton regard un petit peu des tribunes par rapport à ce match? Moi je trouve que notre équipe elle a bien pris ce match, il s'est bien battu, on était là dans les duels. Après on manque de réussite devant les buts, et après malheureusement après ce coup franc on a encaissé le but et enfin, moi je suis fier de mes coéquipiers, ils ont tout donné, après on n'a pas de réussite. C'est dommage quand même pour le premier but qui vont pas rejeter la pierre à Bruno, mais bon après hier on voit le groupe aussi solidaire et soudé sur la suite. Vous arrivez à égaliser, Oui justement. Après on est un groupe, tout le monde on a relevé la tête et après on a égalisé après le pénalty de Loïc. Et après je trouve qu'on a eu un moment très très fort au bout d'un moment. Et après, temps fort début de seconde mi-temps. Ouais, de temps fort seconde mi-temps et après on a encaissé ce but, malheureusement. Moi-même je suis dégoûté. Et après mes coéquipiers ont donné tout sur le terrain. Donc. Du coup cette équipe de jeunes au tampon, comment ça va se passer un petit peu pour cette fin de saison et notamment l'année prochaine? Personnellement, moi je trouve qu'on est bien, on est un groupe soudé. Pour l'année prochaine, je sais pas. Personne ne sait. Mais le groupe qu'on a construit depuis 3 ans déjà, je trouve qu'on est bien ensemble. Vous arrivez quand même à vous maintenir en Région La Lune et vous avez quand même fait des bons matchs contre les grosses écuries. Oui, on a fait des gros matchs, mais bon après ça se voit qu'on manque d'expérience par rapport aux autres groupes de D1. Et je pense qu'il faut qu'on travaille dessus et je pense que l'année prochaine, j'espère qu'on va être mieux que cette année. Pendant ce temps, la Saint-Pierroise a gagné le derby donc, de Saint-Pierre en allant s'imposer sur le terrain de la Ravine des Cabouilles. C'était pas gagné d'avance en plus, 3-0 avec Jean-Michel Fontaine qui a retrouvé sa sensation, qui s'envole au niveau du classement des buteurs. Et pendant ce temps, elle a un peu souffert, cette équipe de l'Excelsior qui recevait le Saint-Denis Football Club avant d'inverser la tendance et de continuer en marquant les 4 points de la victoire, à y croire justement au cas où, lors des 3 dernières journées, Saint-Pierre, la Jeanne d'Arc faisaient des faux pas. On en parlera de tout cela au cours des prochaines semaines. Et puis, il y a Mickaël, le bas du classement. On est parti voir un match au stade de l'Est Jean-Yves entre la Saint-Pauloise et Sainte-Suzanne. 2 équipes un petit peu qui ne sont pas dans le même état d'esprit. On dira, c'est vrai, la Saint-Pauloise a besoin encore de se rassurer. Sainte-Suzanne était un petit peu en effervescence avant de partir hier soir pour le 7e tour de la Coupe de France. Et au final, on dira, quand on regarde le résultat, un match facile, une victoire facilité. C'était le cas, vous y étiez, vous? Oui, on ne s'y attendait pas, parce que la Saint-Pauloise restait sur 2 beaux succès en championnat. Ils avaient battu le Saint-Denis FC et la Saint-Louisienne, donc la Saint-Pauloise était dans une bonne dynamique. En face, Sainte-Suzanne restait sur plusieurs matchs sans victoire, donc on s'attendait à un match très disputé et finalement on a vu que des Sainte-Suzanne vraiment bien organisés et surtout très efficaces, avec un Jonas Payet en feu. On n'a pas parlé de lui depuis très longtemps. Oui, on ne l'avait pas vu comme ça depuis un bon bout de temps et puis il retrouve ses sensations. C'est vrai que c'est un garçon qui était prometteur, il était au Saint-Denis FC, il est parti à l'AS Monaco.
Bordeaux, il a fait sa formation là-bas et puis il y a eu une blessure qui a freiné son évolution. Et puis là il revient, il était revenu l'année dernière avec le Saint-Denis FC, un peu sur la pointe des pieds, et là il commence à retrouver ses sensations, en tout cas au bon moment, un bon moment pour Sainte-Suzanne, parce que Sainte-Suzanne, grâce à cette victoire, ne peut plus être rattrapée au classement par les deux derniers, donc elle peut encore être barragiste, mais bon, elle a fait un grand pas vers le maintien. Bon, à l'inverse, les Saint-Paulois devront encore batailler ferme, sachant que la semaine prochaine, il y aura un match très important face au Marsouin, qui est l'actuel barragiste, donc bon, ça va être compliqué jusqu'au bout pour les Saint-Paulois, mais ils vont se battre. Saint-Pauloise de Sainte-Suzanne, l'homme du match, Jonas Payet, les meilleurs moments au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Match intéressant sur le plan psychologique, on dira, avant le départ de demain. Oui, c'est sûr, une victoire avant de partir, ça fait toujours du bien, c'est bien pour la confiance. On avait besoin de se rassurer aussi, de prendre les 4 points par rapport au championnat. On l'a fait avec du sérieux et c'est bien pour le mental pour partir demain. Et pourtant, rien n'était évident avant le coup d'envoi de cette rencontre. La Saint-Pauloise a besoin de points. Elle revient d'une bien belle performance sur le terrain de la Saint-Louisienne en marquant 4 buts. Elle en a encaissé 3 aussi, c'est vrai, mais elle a gagné. 4 points importants. Et là, en cas de victoire, le Saint-Paulois qui se n'est sauvé, en tout cas avait fait un grand pas vers le maintien. Eh bien, ce sont les Sainte-Suzannois qui vont prendre le match à leur compte sans se poser d'inutiles questions. D'abord, cette action devant la cage Saint-Pauloise qui ne donne rien de particulier. On retrouve ces Saint-Suzannois à l'attaque avec Jonas Payet qui teste la promptitude du goal Saint-Paulois. Pas de réaction pour l'instant des Bleus, et bien au contraire, c'est là encore une fois un dégagement en catastrophe pour une 3e attaque relativement franche et des joueurs de Claude Jean-Maurice. Et c'est pas fini avec cette fois côté gauche, et ce tacle en pleine surface de réparation, un ballon qui avait été dégagé directement par Rudy Pounoussami, le gardien de Sainte-Suzanne, la passe directe, et c'est donc Jonas Payet qui s'écroule, et c'est Yohan Guichard qui se charge de marquer le premier but de cette rencontre. On est quand même à la 40e minute, et dire que les Saint-Paulois ont tenu jusque-là, ils finissent par craquer juste avant de regagner les vestiaires. Tout à fait légitimement donc, Sainte-Suzanne, les partenaires d'Imira mènent par 1-0. Imira qui tente sa chance, on est toujours en première mi-temps, mais on en restera là. En seconde période, les Saint-Paulois vont se créer une petite occasion, demain ou pas demain, peu importe, le jeu se poursuit, le score lui n'a pas bougé. Et puis cette action sainte-suzannoise encore au départ, Jonas Payet qui se fait tacler dans la surface de réparation, M. Dubec siffle légitimement un nouveau pénalty pour l'équipe de Sainte-Suzanne, et c'est à nouveau Yohan Guichard qui se charge, joli contre-pied, de marquer ce 2e but d'une équipe de Sainte-Suzanne qui reste tranquille à ce moment-là. Sur le plan du championnat, vous êtes totalement rassuré maintenant? Il nous fallait une victoire pour être rassuré. On ne connaît pas encore les résultats des autres. Et nous, il fallait avoir cette victoire-là, on l'a eu, et puis c'est sûr qu'on part un peu plus serein. Et Jonas Payet, animateur le plus en vue de cette équipe, de cette attaque saint-suzannoise, va enfin être récompensé avec cette bourde-là du défenseur Saint-Paulois. Et c'est lui qui, à la 62e minute, se fait plus malin que tout le monde en interceptant cette mauvaise passe en retrait pour marquer le 3e but de son équipe. On va en rester là. 3-0, ça suffit pour le moral, pour le mental de cette équipe de Sainte-Suzanne avant de s'envoler. C'était lundi soir en direction de la région parisienne pour le 7e tour de la Coupe de France. Jonas Payet, que l'on n'avait pas beaucoup vu ces derniers mois, ces dernières semaines, arrive à point nommé pour un renfort qui ne sera jamais de trop dans le rendez-vous qui attend tous ses partenaires. On sait qu'il va falloir cravacher jusqu'au bout et ne rien lâcher. Donc voilà, il ne sert à rien de tirer des plans sur la comète. Mais le tout, on a encore notre destin en main. Donc après, voilà, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, on va dire nos concurrents directs. Mais c'est vrai que quand tu regardes, on a encore 3 matchs. 3 matchs, comme qui dirait. On va essayer d'avancer, gratter les petits points qu'il nous faut. Et après, allez, encore une bonne petite victoire. Je pense que ça devrait le faire. Mais bon, je crois que ça sera surtout la semaine prochaine.
Comme on avait dit un petit peu aux joueurs, c'était le match à ne pas perdre, c'était aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc, Marsois. Donc les Marsois. Donc on fera ce qu'il faut. On n'a pas le choix. Si on avait le choix, on aurait fait autrement. Malheureusement, comme qui dirait, on galère. À côté, aujourd'hui, on se retrouve encore sur le stade de l'AS. On n'est pas chez nous. On est visiteur contre visiteur. Donc après, voilà, on s'adapte. Hein. Pas le choix. C'est comme ça. Hein. Victoire en Coupe de France localement a modifié l'état d'esprit. Il est top actuellement. Et c'est sûr, quand vous préparez un 7e tour, peu importe l'équipe, je pense que la motivation elle est là. Il n'y a pas besoin de plus. À nous de bien préparer pour aborder ce 7e tour, même si c'est une équipe costaud en face. On va tout faire pour essayer de ramener la qualification. Quel programme en quelques mots qui vous attend là-bas? On part demain soir, puis un entraînement mardi à notre arrivée, 2 entraînements mercredi, une journée de libre le jeudi, et après ce sera la préparation de match vendredi, samedi pour jouer dimanche. Quand tu t'es renseigné sur l'adversaire ou pas? Oui. C'est costaud, on le sait, hein. C'est National 1 je crois. National 1 c'est costaud. On a vu jouer, l'équipe à 80% a joué il y a 2 ans de ça. On sait que c'est des gars en face qui sont durs sur le physique. On va se préparer en conséquence pour bien aborder ce match. Les résultats et classements de cette 23e journée du championnat maintenant. 22 buts ont été inscrits à l'occasion de cette 23e journée. Victoire de l'AF Saint-Louis, victoire importante face à leur salopard. L'AF Saint-Louis qui pratiquement sauve sa saison et se maintient. La Capricorne battue 3-0 par la Saint-Pierroise sur le terrain de la Ravine des Cabris. 3-0 pour Sainte-Suzanne, on l'a vu. La Jeanne 2-1 à Tampon, on l'a vu. 5-2, Sainte-Marie cartonne face à la Petite-Île. Les Marsouins gagnent un match important, 2-0 face à la Saint-Louisienne. Et puis l'Excelsior renverse la vapeur puisque mené par le Saint-Denis Football Club, les Saint-Josephois gagnent par 2-1. Au classement, à l'issue de cette 23e journée, statu quo, la Saint-Pierroise compte 1 point d'avance sur la Jeanne d'Arc et 3 sur l'équipe de l'Excelsior. Ensuite, la Sainte-Marienne est remontée à une bien jolie 4e place, juste devant le Saint-Denis Football Club. Et puis tout en bas, la Petite-Île, pratiquement condamnée, l'Oxa Léopard en grand danger, les Marsouins, pour l'instant, barragistes. La Capricorne n'est pas totalement rassurée. La Saint-Pauloise non plus. La Saint-Louis un peu plus. Et ça va un peu mieux pour Sainte-Suzanne. Donc les 3 places, les 2 qui descendent et la 12e place de barragiste devraient se disputer entre ces 4 ou 5 formations du bas de tableau. Au vu de ces résultats de ce classement, Mickaël, donc c'est encore la bouteille à encre, on l'a vu en haut du classement, 3 potentiels champions encore dans la course, et puis tout en bas, la Petite-Île n'est pas mathématiquement condamnée, mais soyons réalistes, ce sera très compliqué. Oui, il faudrait un miracle maintenant pour les Petits-Îlois. C'est sûr qu'il faudra gagner les 3 matchs, sachant que c'est compliqué de les gagner, et de l'autre côté, espérer que les équipes de devant perdent tout. Donc c'est très compromis pour les Petits-Îlois. Pour les Léopards aussi, ça commence à devenir alarmant, inquiétant. Les Léopards n'ont plus gagné depuis le 10 juin. Le 10 juin, c'est une éternité. Ça fait beaucoup. 13 matchs sans victoire, ça fait presque une demi-saison. Donc on commence vraiment à être inquiet du côté de Saint-André. Surtout que là, c'était le match à ne pas perdre à la F Saint-Louis. Les Saint-Andréens le lâchent dans les derniers instants du match. Juste devant les Marsouins vont mieux, ils ont su profiter de la faiblesse. Du flottement de la Saint-Louisienne actuellement. De la Saint-Louisienne, les soucis extrasportifs. C'est tombé au bon moment pour les Marsouins, donc les Marsouins relèvent la tête. Ils ont un cœur d'essayer d'éviter cette passe de barragiste puisqu'il y a une forte probabilité qu'ils croisent l'autre équipe de la ville. Donc, la SC ou la CF Saint-Leuzien. La FC Saint-Leuzien. Qui va faire le barrage, on en profite pour le dire, contre le FC Parfum de l'autre poule, et le vainqueur jouera contre le 12e, c'est ça? Contre le 12e, c'est ça. Donc on peut avoir un derby Saint-Leuzien, donc les Marsouins aimeraient éviter ça. Ou un derby Saint-Andréen, pourquoi pas aussi, non? Entre l'Oxa Léopard, si des fois que, et l'FC Parfum, des fois que. Pour les Léopards, c'est pas terminé, il reste encore 12 points à prendre. Ils ont 5 points de retard par rapport aux Marsouins.
C'est le mieux qu'ils peuvent espérer, les Saint-Andréens, c'est une place de barragiste, parce que pour se sauver maintenant, ce sera compliqué, mission impossible. Ouais. Notre deuxième partie de ce magazine donc, est consacrée au Créopolitain. Avant donc d'en discuter avec Mickaël, je vous propose de voir un petit sujet que Guillaume Barré, notre correspondant de 974 Foot en métropole, dans le championnat de métropole de la Ligue 1, nous a renvoyé. Il s'agit de William Gros. Il a juste discuté avec lui pour savoir comment il se trouve à l'Es Vitré où il évolue, lui qui venait notamment de la Thaïlande. Allez, nos Créopolitains, William Gros. Juste pour revenir sur l'AS Vitré, sur ta saison, comment s'est passée ton adaptation ici en Bretagne? Je sortais de la Thaïlande avant que j'ai signé ici. Donc du coup, ça s'est fait plutôt, ça a été simple, mon intégration ici. Après, c'est sûr qu'au niveau de la chaleur, parce que moi j'étais en Thaïlande, c'était l'été, je pense, là-bas, ça commence à faire vraiment chaud. Donc du coup, je suis venu ici, c'était l'hiver, donc c'était pas évident au début, au niveau de l'intégration. Parce que tu arrives, l'équipe elle est déjà en route, faut que tu t'intègres, tu commences à jouer comme le coach veut que tu joues, donc du coup c'est assez, je vais pas dire difficile, mais c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation. À mon début de saison, ça s'est bien passé avec l'ASV. J'ai été pas mal de fois décisif. Donc voilà quoi. Pour l'instant, tout se passe au mieux. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens. Et voilà quoi. Mes ambitions après c'est sûr que j'ai envie de taper un peu plus haut. Vu le passé que j'ai et la forme que j'ai en ce moment. Du coup, j'espère que à la fin de saison, vu que maintenant il y a la CAN, il y a la Coupe d'Afrique qui est en jeu aussi, donc j'espère que ça va me ramener un peu plus d'intérêt, quoi. Voilà donc William Gros qui continue sa route en métropole comme d'autres joueurs. Nos Créopolitains, donc 3 top, le top 3. Donc aujourd'hui c'est Jérôme Montbrice qui joue à Grenoble. Oui, qui est-il? Oui, on l'avait découvert au Havre, hein. C'est là qu'il s'est réveillé. Révélé plutôt. Il s'est réveillé aussi. Et donc depuis il a rejoint, il était parti à Ajaccio. Maintenant il est à Grenoble et il réalise une superbe saison avec Grenoble, puisque Grenoble fait partie du top 3 maintenant de la Ligue 2. Pour un promu, c'est vraiment surprenant et Jérôme il enchaîne les matchs, il est performant dans son couloir gauche, passeur décisif en plus pour un latéral, c'est peu commun, et puis vraiment il réalise une belle saison et il souhaite vraiment, son souhait c'est essayer de retrouver cette Ligue 1, et en tout cas avec Grenoble je pense qu'il en a les moyens cette saison. Valérie Gauvin avec l'équipe de France, toujours elle continue à rayonner. Top 2. Oui, titulaire encore une fois avec l'équipe de France. Elle a la confiance de la sélectionneur Corinne Diacre, elle enchaîne les performances. Elle n'a pas marqué pour le dernier match des Bleus de l'année, hein, puisque c'était le dernier match de l'équipe de France en vue de sa préparation pour la Coupe du Monde. Ensuite, elles se retrouveront l'année prochaine. En tout cas, Valérie continue de marquer des points, performante à la pointe de l'attaque. L'équipe de France gagne, c'est ce qui est important aussi. Et c'est de bon augure. On a un bon espoir de voir une représentante à la Coupe du Monde en juin prochain. Ça serait vraiment formidable pour le foot féminin réunionnais. On croise les doigts. Direction l'Espagne, à Valence précisément, pour Francis Coquelin, votre top 1. Oui, Francis Coquelin qu'on avait perdu de vue, hein. Il s'était gravement blessé, une rupture du tendon d'Achille au mois de mars dernier. Il est revenu plus vite que prévu, il enchaîne les matchs maintenant, ça va plutôt bien pour lui, il a retrouvé la forme, les sensations. Et ça s'est concrétisé par plusieurs titularisations. Il était titulaire en début de semaine en Ligue des Champions, vainqueur des Young Boys de Guillaume Moirot, 3-1, et puis ils sont toujours en lice pour une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Et à côté de ça, Valence remonte aussi la pente en championnat. Valence avait très mal débuté le championnat. Une victoire ce week-end contre Retafe. Francis Coquelin joue toute la partie. Il revient bien et
ça promet pour la suite de la saison. Et vos 2 coups de cœur, Michael, Tac-Alfred, et on va du côté de Auxerre avec le bataillon de créoles qui est là-bas toujours. Oui, toujours. Il n'y a pas Marcelin en ce moment, il n'y a pas Sonny Letton, mais ils sont 3 en défense centrale, en défense plutôt, 2 en défense centrale, Michael Tac-Alfred et Samuel Souprayen, Kenji Boto à gauche. Et c'est vrai que le retour de Michael Tac-Alfred a permis de sécuriser un petit peu cette défense auxerroise qui prenait beaucoup de buts. Et depuis son retour, un gros match face au leader messin, aucun but encaissé, Auxerre qui s'impose à Metz, c'était une belle surprise. Et puis dans la foulée, un bon match nul à la maison face à Niort. À 37 ans, Michael Tac-Alfred a démontré qu'il était toujours là et qu'il était surtout au niveau. Et en tout cas, il fait du bien à cette équipe bourguignonne qui espère vraiment sortir des profondeurs du classement. Et lui, il a 27 ans, Julien Bègue, et c'est votre 2e coup de cœur. 25 ans, Julien Bègue. C'est un petit tamponné, il était parti, on l'avait suivi, il était parti en métropole, Grenoble notamment, il est passé par les Girondins de Bordeaux. Il s'est révélé à Guingamp en Ligue 1. Ensuite, il a pris la direction de Bourg-en-Bresse. Après plusieurs saisons en métropole, il a choisi de partir à l'étranger, un choix qu'il assume et qui s'en réjouit, puisque aujourd'hui il est en D1 roumaine, ça se passe très bien pour lui. L'équipe a très bien démarré la saison. Elle connaît un petit coup de mou en ce moment, elle est 5e du championnat, mais elle est toujours qualifiée en Coupe de Roumanie. L'objectif, c'est l'Europa League. C'est un club qui a un vécu assez important dans cette compétition. En tout cas, Julien s'est imposé sur le front de l'attaque. Il n'est pas buteur, mais en tout cas, à la dernière passe, il est vraiment performant. Et oui, on est très, très heureux pour lui parce que le garçon continue son bonhomme de chemin. Et je pense qu'il fera parler de lui dans pas longtemps. Nos Créopolitains donc à l'honneur dans notre émission tous les 15 jours. Le week-end prochain, 7e tour de la Coupe de France, tout simplement avec Sainte-Suzanne qui est parti hier soir, je vous le disais, dans la région parisienne. Il disputait ce 7e tour contre Sainte-Geneviève Sport, équipe de National 2, avec évidemment un avantage aux Métropolitains sur le plan hiérarchique déjà, en plus avec le climat, on verra bien tout cela. Pendant ce temps, oui, ça marche bien. Et puis la Jeanne d'Arc, pendant ce temps, va accueillir l'équipe de Grenoble. Ce sera dimanche au stade Michel Volnay à Saint-Pierre, coup d'envoi me semble-t-il à 15h30. Là par contre il y a un coup à jouer pour les Portois. Besançon, évidemment. Pourquoi je dis Grenoble? J'avais envie que ce soit Grenoble. On parlait de Jérôme Montbrice, c'est c'est pour ça. Oui, Besançon, une équipe de National 3 qui ne marche pas fort en revanche. Besançon s'est encore incliné ce week-end. C'est une équipe de N3, donc la Réunion réussit la plupart du temps contre ces équipes de ce niveau-là. Bon, hormis Lannion qui a battu Saint-Paul il y a quelques années, et puis Sainte-Geneviève aussi, qui a battu la Saint-Pierroise. Mais c'est vrai qu'il y a un coup à jouer pour les Portois. Besançon ne connaît pas grand-chose du football réunionnais. Il risque d'être surpris par la chaleur, l'engouement des Portois. Le 12e homme, je pense que ce sera un avantage considérable pour les Portois. Et puis on espère qu'il y aura un exploit. En tout cas, on peut compter sur les Portois. Ils sont vraiment bien en ce moment et ils auront à cœur de revivre l'épopée de 2008, la très belle épopée qui les avait conduits jusqu'en 32e de finale. Et ça nous ferait vraiment très très plaisir. Allons la Réunion, allons le Port, allons la Jeanne, allons Sainte-Suzanne. Et le week-end prochain, évidemment, la Ligue a été obligée d'organiser un petit peu son calendrier. Il n'y a pas beaucoup d'espace, il n'y a pas beaucoup de dates. Du coup, la 24e journée va se disputer sur plusieurs soirs. On ne sait pas encore au moment où on se parle, on enregistre cette émission, si tout ça c'est précis. Voici en tout cas le programme de cette 24e journée avec des matchs vendredi, samedi, voire mardi. L'essentiel c'est que vous sachiez quelles sont les oppositions qui vous sont proposées prochainement. Allez, 24e journée, le programme. Pour l'instant donc, match vendredi soir, Petite-Île, AF Saint-Louis, coup d'envoi à 20h30. Et puis samedi, Saint-Pauloise, Marsouin, Saint-Denis Football Club Capricorne et Saint-Louisienne Tamponnaise. Et on se retrouve mercredi d'après pour Auxerre-Léopard, Jeanne d'Arc, Sainte-Suzanne, Excelsior et Saint-Pierroise, Sainte-Marienne. Sauf s'il y a encore quelques modifications à intervenir au cours des prochains jours dans ce programme de la 24e journée. Et bien voilà, faites votre choix vendredi, samedi, dimanche, la Jeanne, et puis Sainte-Suzanne en métropole. Nous, Michael, on se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. Pour parler encore d'un Créopolitain. Merci encore en tout cas pour ces belles informations. Et puis on se retrouve nous lundi 19h30 et mardi 19h40 pour d'autres pages sur le foot local. Salut! Et 9, et 10, et 11 recycle avec 974 foot.
Premier centre VHU triplement certifié ISO à La Réunion, pièce détachée de toute marque. Ravate, rêver, réaliser.